Benjamin s'est retrouvé face à cette problématique très précise. Il va maintenant vous donner tous ses conseils pour relever sereinement le défi. Merci d'accueillir chaleureusement Henri. Bonjour à tous, donc je me présente, je m'appelle Henri, ça vous rappelle peut-être une chanson. Je vais vous parler en fait de la transformation DevOps multisite. Et tout d'abord, je vais vous parler de mon entreprise. D'abord parce qu'on est en entretien annuel et c'est pas mal de parler de son entreprise. Et surtout parce qu'en fait, on est une entreprise multisite. On est une mutuelle d'assurance répartie sur toute la France. Et en fait, le pouvoir, il n'est pas centralisé chez nous, il est vraiment dans chaque caisse régionale. Le deuxième point important, c'est que je crois que vous connaissez tous la femme qui nous accompagne depuis des années. Même mes enfants la connaissent. Donc c'est Cerise. Et ça va servir dans mon talk parce que c'est important d'avoir une identité commune quand on veut justement communiquer quelque chose, quel que soit l'endroit. Je vais quand même vous parler de moi. C'est ce que m'a envoyé ma chef quand j'ai commencé le projet DevOps. Donc il faut savoir que moi je suis plutôt un développeur, j'ai travaillé pas mal de temps en méthode agile, et pour moi la production c'est les gens qui essayaient de livrer ce que je fournissais, et je me disais mais pourquoi ils mettent autant de temps, qu'est-ce qu'il y a derrière? Et c'est un peu comme cette émission Tournée Manège, en fait c'était une émission assez ancienne où on essayait d'assortir des couples qui étaient plus ou moins assortis, et ben moi j'ai découvert un autre monde en fait quand j'ai travaillé sur ce projet. J'ai découvert que la prod, en fait, c'était pas juste des gens qui livraient, il y avait des gens qui s'occupaient du réseau, de la sécurité, du stockage, et j'ai découvert tout un univers, et ça m'a beaucoup servi pour la suite du projet. D'abord, j'ai vu pas mal de cabinets de conseil, hein, comme toujours par les cabinets de conseil. Généralement, ça coûte très cher. Pour vous dire des banalités, c'est le DevOps multisite, c'est impossible. Moi j'ai vu à peu près tous les cabinets de la place. On m'a expliqué l'agile, c'est monosite. Vous devez mettre au même endroit les personnes. Donc je suis allé voir la direction, j'ai dit il faut construire un nouvel immeuble en mettant les devs au premier, les ops au second. Et en fait non, parce que chez nous ça ressemble plutôt à ça. Donc en bas, c'est pas des Corses, hein, c'est les ops, ils sont à Montpellier. Vous avez des Bretons qui codent, vous avez des Parisiens aussi, et moi je suis à Lyon. Donc en fait, nos équipes sont vraiment réparties et on avait vraiment envie de faire du DevOps. Donc on a réfléchi à ce qu'on pouvait faire pour y arriver. Et ben c'est en fait l'agile à distance ou le DevOps à distance, c'est un peu comme la relation amoureuse à distance. Au début, on est tout content, et en fait, au bout d'un moment, ça devient vraiment n'importe quoi et c'est assez dur. Et ce qu'on a appris en fait, c'est qu'au bout de 7 semaines, vous avez une perte de confiance. C'est un peu, t'es sûr que t'as fait ce que je t'ai dit, mais t'es sûr qu'ils nous ont pas trompé dans ce qu'ils nous ont envoyé. Donc en fait, on s'est aperçu que si on n'avait pas de relation physique, au bout de 7 semaines, tout l'entrain, toute la volonté, en fait, se perdait. Donc on s'est dit, mais comment on va faire pour arriver à casser cette barrière de 7 semaines? Mais en fait, on va faire du physique, c'est-à-dire on va tous les réunir. Et là, vous avez à peu près tous les représentants de la prod. Donc, vous voyez, ils ont le sourire hein, déjà, ils ont envie d'y aller. Donc, vous avez des gens de l'infrastructure, des gens du réseau, des gens de la sécurité. Il y a des devs. Et en fait, on les a surtout sortis de leur contexte. Moi, j'ai rencontré quelqu'un qui a réussi une transformation DevOps aux 3 Suisses et qui m'a expliqué on a réussi parce qu'on a réussi à sortir les personnes clés de leur quotidien. Et là, c'est ce qu'on a essayé de faire. Alors attention, c'est pas facile, hein, parce que quand vous dites DevOps, voilà ce qui arrive, y a des gens qui veulent saboter votre transformation. Pourquoi? Parce que la transformation, ça plaît jamais à tout le monde. Hein, on a quelque chose d'établi. Donc vous avez des stratégies hein, pour rater votre transformation. Vous avez par exemple l'exploitation qui dit mais ça va pas, il y a des choses qui arrivent, on va plus maîtriser. Et en fait, si vous arrivez à convaincre vos personnes, je prends l'exemple de l'exploitation, ce qu'on leur a dit c'est, vous connaissez la blague chez les développeurs? La prod on dit dans le doute reboot. En fait, vous êtes des gens, vous rebootez les serveurs. Et bien en fait, avec ce qu'on va vous mettre en place,
Tous les actions de bas niveau où on vous appelle juste pour rebooter un serveur, eh ben, ça va se faire tout seul. Et là, le patron de l'exploit, il a commencé à réfléchir et il a vu en fait que tout ce qu'il gagne en fait avec ces actes inutiles, il va pouvoir les investir dans des actes utiles. Alors après, pareil, les gens ont dit ouais, mais la sécurité, les conteneurs, c'est pas sécurisé du tout. C'était en 2017. Hein. Et donc ils sont allés voir la sécurité en disant attention, ça va pas marcher. Et la sécurité a répondu non, on va pouvoir faire du DevSecOps, ça va être super. Donc en fait, il faut trouver des alliés pour arriver à faire votre transformation. Donc je vais vous donner dans un premier temps des outils qui sont des outils physiques et qui vont vous permettre de faire du DevOps à distance. Le premier outil, c'est une communication un peu de masse qui va vous permettre de diffuser ce que vous voulez communiquer sur vos valeurs DevOps dans une entreprise distribuée. Le deuxième, c'est avoir un état d'esprit entre les devs et les ops qui permet, d'une fois qu'on est retourné sur nos sites, de garder cet état d'esprit. Le dernier, non des moindres, c'est d'arriver à avoir un process commun. Et comment on peut arriver à avoir un process commun? Donc la première chose qu'on a fait, je ne sais pas si vous le savez, mais les ops, c'est un peu comme des médecins urgentistes. Ils sont sur des cellules de crise, ils n'ont jamais le temps, ils sont en astreinte. Et donc on s'est dit, si on fait une réunion plénière, on les invite à des horaires, en fait, ça va pas marcher, ils vont pas venir. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, on a dit, on va faire une session de présentation d'1 heure, et on va la répéter pendant 2 jours, de 8 heures à 6 heures, enfin 18 heures, quoi, hein, de manière continue. Et on a dit, comme chez McDo, vous venez comme vous voulez, donc ils venaient quand ils voulaient. Et bien en fait, avec cette technique, on a touché 160 personnes sur 200 sur le site de Montpellier. On a répété ça sur le site de Rennes, on a répété ça à Paris. Et c'est quelque chose que vous pourrez réutiliser quand vous voulez vraiment diffuser quelque chose de manière massive. Essayez cette technique, ça marche, ça a marché pour nous et je pense que ça peut marcher pour vous. Le deuxième outil, c'est les CAPLA. Alors je sais que les jeux DevOps, c'est très à la mode. Hein. Alors attention, c'est un vrai exercice de changement d'état d'esprit. C'est pas juste vous prenez des ops, vous prenez des devs, vous mettez des CAPLA dans une pièce et vous dites allez-y jouer. Non, c'est une démarche qui se structure en fait. Donc nous on l'a structuré un peu comme ça. Donc la première itération, vous faites comme dans la vie en fait. Vous mettez les ops d'un côté, les devs de l'autre. Vous dites allez-y, débrouillez-vous. Livré. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'il y a les ops ont des consignes de livraison, les devs ont des user stories, ils communiquent pas trop ensemble et généralement la structure, elle est pas très haute ou elle s'effondre. Ensuite, on fait une phase de rétrospective où là, on leur dit échanger, trouver des solutions. Et là, ce qu'on voit arriver, c'est des gens qui communiquent, des initiatives qui se forment. Il y a quelqu'un qui a fait cet exercice hier soir qui m'a expliqué qu'ils avaient fait des conteneurs avec des livres. Donc voilà, donc ils avaient pris un livre, ça avait été le conteneur pour transporter les CAPLA. Donc c'est un exercice qui est très formateur et qui explique les difficultés qu'on a, parce que quand on les voit en théorie, on a l'impression oui, mais non, nous on communique. Et quand on le vit sur cet exercice, on apprend. Et enfin, dans la troisième itération, on réfléchit à une excellence, à comment on peut automatiser. Et c'est là que vous faites intervenir des incidents. C'est-à-dire, généralement, vous avez des gens qui arrivent, qui enlèvent un CAPLA en plein milieu. On regarde si la structure, elle tient. Vous faites des incidents de production, vous secouez la table. Et à la fin de cet exercice, vous avez des gens qui comprennent que le DevOps, en fait, c'est pas des outils. Ça se fait aussi avec des CAPLA. C'est la communication et l'échange de valeur entre les équipes. Le dernier point, et non des moindres, c'est le process. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé un outil qui est utilisé dans la création de produits. Ça s'appelle le story mapping. Alors, c'est quoi un story mapping? C'est que vous mettez avec des post-it sur une ligne temporelle un process. Je prends un exemple. Qu'est-ce que je fais le matin? Je commence, je me lève, je réveille mes enfants, je vais me laver les dents, je prépare le petit déjeuner. Vous mettez ça sous la forme d'une frise temporelle. Et là, vous mettez la même chose, mais pour un process de mise en production, avec toutes les actions que vous avez, la création de package, l'appel à la sécurité, la mise en place du NAS. Donc vous mettez ça sur une frise, vous mettez les ops et les devs dans la même pièce,
et vous essayez d'inventer et de modifier ce process pour arriver à la cible. C'est très intéressant parce qu'en fin d'exercice, vous avez du concret à aller présenter à votre DSI en disant on veut faire une transformation DevOps et on veut aller vers ça. Parce que dans notre grande entreprise, nous on a pas mal investi sur l'ITIL. Et souvent on dit l'ITIL DevOps c'est pas possible. Sauf que nous, ça devait être possible, donc on a en fait, on n'a pas abandonné nos pratiques ITIL, on a plutôt plugué nos pratiques ITIL sur notre démarche DevOps. Et ça a été apprécié parce qu'on n'a pas jeté en fait ce qu'on avait, mais on a fait évoluer les choses. Alors ça se fait pas tout de suite, hein, ça se fait dans le temps, mais on n'abandonne pas ce qu'on fait. Une fois qu'on a fait tous ces exercices en physique, ce qui est important dans la distance, c'est de créer une identité. Et cette fameuse cerise qui était importante pour Groupama, il fallait qu'on ait l'équivalent en fait pour notre projet DevOps. Alors comme chez nous on a des gens qui aiment bien, on va dire, ils ont fait ça avec des moyens tout simples, mais ils ont réussi à créer une vraie identité. Alors avant cette identité, on voyait la prod comme ça. C'est-à-dire la prod, c'était un serveur de tickets où on envoyait des demandes, je ne citerai pas les différents logiciels qui existent sur le marché, et on attendait devant les demandes pour voir dans quel état c'était. Et à force de faire ça, vous créez des terminators. Donc des gens, j'ai pas eu ma demande XXX, et en fait, après vous avez des gens qui vont venir et faire, nous on a inventé l'AIOps, on va remplacer les ops par de l'intelligence artificielle. En fait, ça ne marche pas du tout comme ça. Nous, on a vraiment voulu sortir le meilleur des gens. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait ça. Donc, on a créé un petit logo. Alors, on a un peu piqué le logo à OpenShift. On a remplacé, on a mis une petite baleine parce qu'on est parti sur une stack Docker. Donc, Beluga, il faut savoir que c'est une baleine. Hein. Alors, on n'a pas fait appel à un cabinet de com. Hein. On a vraiment... vous pouvez récupérer ce genre d'illustration sur un livre pour enfants. Et du coup, au lieu de créer des terminators, on a créé des fans. Parce que aujourd'hui, comme le fan de concert, il a son petit badge quand il sort. Aujourd'hui, tous nos développeurs ont l'autocollant en fait de notre Beluga sur leur PC. Et c'est devenu en fait une identité. Et les gens sont reconnus, qu'on soit à Rennes, qu'on soit à Paris, ou qu'on soit à Lyon ou à Montpellier, tout le monde connaît Beluga en fait. Et ensuite, il faut l'outiller, parce que c'est bien de créer en fait une identité. Mais du coup, nous, on n'a pas créé un système de tickets, on a créé une messagerie instantanée. Alors pourquoi? Parce que déjà, en haut, on a créé en fait une communauté des développeurs. Donc les développeurs, ils ont leur chaîne Angular, Java, etc. Et on a notre fameuse chaîne Beluga. Et vous remarquerez que les gens, ils disent bonjour, ils disent au revoir, ils disent merci, ils se parlent. Et ça, c'est une efficacité, vous ne pouvez pas savoir. Parce que moi, je me rappelle le système d'avant, vous aviez des tickets qui se perdent de service en service. Ah non, non, c'est pas nous, c'est ça. Là, ils se parlent et les problèmes se résolvent à une vitesse grand V. Et le nombre de personnes pour s'occuper de ça est beaucoup moins que tout un système. On était arrivé à un niveau où il fallait des gens pour gérer les aiguillages. Donc les aiguillages d'anomalies. Là, on est vraiment dans l'interaction. Et c'est ça qui plaît aux gens et qui est important. Alors c'est bien, mais il faut aussi créer ce qu'il y a dessous. Donc ce qu'il y a dessous, c'est une vraie plateforme. Alors nous, on a choisi OpenShift, on aurait pu choisir d'autres choses. Moi, ce que j'aime bien dans cette plateforme, c'est déjà, vous voyez, il y a les devs et les ops, ils travaillent ensemble sur le même outil. On a le même gestionnaire de sources. On a aussi nous, on a fait un cloud interne. Donc on a aussi des images qui sont des images sécurisées. Donc on ne va pas chercher nos images sur le Docker Hub, etc. On a des images qui sont sécurisées et on les fait nous aussi. Ça plaît beaucoup à la sécurité. Et c'est une plateforme qui peut être répétée pour plusieurs choses. Donc au départ, on l'a fait pour nos applications en interne. Aujourd'hui, on est en train de travailler avec les data scientists pour le faire pour du big data, des algorithmes de machine learning, en se basant sur la même plateforme. Alors je sais, vous allez me dire, plateforme unifiée, on est dans un monde agile, on normalise tout. Peut-être, mais le gros avantage de faire ça, c'est que vous avez
la même plateforme, quel que soit le site. Et les gens, quand ils n'ont pas des outils différents, et du coup, ça les aide à communiquer. D'avoir un socle commun, ça aide la communication intersite. Ensuite, moi j'aime bien cette phrase de Confucius qui dit « Quand un homme a faim, il vaut mieux lui apprendre à pêcher que lui donner un poisson ». Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'avec la RH, et ça c'est important quand vous faites une transformation, travaillez avec la RH. En plus, ils sont très friands. Hein. Avec l'agilité et le DevOps, on invente plein de noms, Scrum Master, Product Owner, ingénieur SRE, enfin, vous avez plein de termes. Et du coup, les RH nous ont aidés pour créer ce qu'on appelle une DevOps School. Une DevOps School, c'est quoi? C'est un cursus sur 5 semaines. Alors, vous avez plusieurs niveaux, hein, vous n'êtes pas obligé de faire les 5 semaines d'un coup, mais qui permet d'avoir de la sensibilisation au DevOps, des formations sur le CI/CD, des formations sur les conteneurs, et ça en continu. Et du coup, vous avez le même socle commun, que ce soit les devs, les ops, sur nos plateformes. Une fois qu'on a fait ça, il faut poser une vision. Parce que le DevOps, comme a dit ce matin quelqu'un, c'est le premier talk, c'est pas juste les ops et les devs, c'est quelque chose qui est de bout en bout. Et notre vision, donc, on voit ici résumé un peu tout ce qu'on a fait. On a fait la DevOps School, on a un ensemble d'outils, ça vous pouvez le changer, hein, les outils c'est le moins important peut-être sur ce slide. Vous avez le métier, et on est vraiment drivé aujourd'hui par le métier. Vous avez les devs, les ops et les utilisateurs. Et aujourd'hui, vous avez un vrai feedback qui part des utilisateurs, qui remonte au métier, des ops qui peuvent faire des initiatives. Moi, j'ai un souvenir ému d'une formation, alors c'était une formation safe, hein, mais c'est voilà, où en fait un dev a parlé au métier et le métier a dit mais c'est quoi ton métier, comment ça marche? Et ils ont discuté en fait un directeur marketing avec un responsable de plateforme Docker. Et c'est très intéressant parce qu'avant on voyait pas ça. Avant les ops on les appelait quand il y avait le feu en prod, tout ce qu'ils voyaient des utilisateurs c'était le niveau de gravité des anomalies. Alors, on m'a souvent demandé ce que tu as utilisé comme démarche. Est-ce que tu as fait du top-down, c'est-à-dire tu es allé voir le chef, vous avez déployé ça, ou vous avez fait du bottom-up? Moi, je réponds, j'ai fait du bouche à oreille. Donc ça, c'est très important, le bouche à oreille. Parce qu'en fait, quand on est multi-site, vous avez des initiatives qui sont multi-sites. Il y a des gens qui vont trouver des choses très intéressantes, quel que soit le site. Il ne faut surtout pas arriver avec quelque chose et tuer les initiatives. Moi, il y a quelqu'un que j'adore qui s'appelle Isaac Getz. Combien de fois, d'après vous, une personne va accepter qu'on lui dise non? 2 fois, c'est un masochiste, en fait. Donc, en fait, les initiatives, il faut que vous les encouragez. Et le multisite, ça permet pas mal ça, en fait. Donc, la clé, les initiatives. Moi, il y a la phrase de, ça tombe bien, c'est les 60 ans du COBOL, la phrase de Grace Hopper, qui est l'inventrice du COBOL, qui dit il vaut mieux demander pardon que demander la permission. Les initiatives, c'est ça. C'est-à-dire que vous pensez quelque chose, vous le partagez un peu, parce qu'il faut partager les choses, et vous le mettez en œuvre. Ça marche, tant mieux, on le généralise. Ça marche pas, vous l'arrêtez. Et ça, vous pouvez le faire quand vous êtes en multisite. Vous pouvez même le faire quand vous êtes sur des outils de production. Moi, j'ai plein d'exemples qui me viennent à l'esprit, dont dernièrement, quelqu'un de l'équipe DevOps qu'on a embauché, elle a vu qu'on avait des environnements sur OpenShift, qu'on n'avait rien pour avoir un tableau de bord. Elle a trouvé un outil, elle l'a mis en place, elle l'a partagé avec les projets et tout le monde l'a adopté. Donc, c'est des démarches où les initiatives fusent dans tous les sens. Et je vais vous parler d'une autre initiative que j'ai un peu à cœur. Chez nous, on aime bien les noms. Donc, notre projet microservice, on l'a appelé le projet Sushi. Parce qu'on a découpé notre gros monolithe en petits services. Et dans ce cadre-là, donc le fait d'avoir sorti en fait une plateforme dockerisée, ça nous a quand même aidé à livrer des services de plus en plus importants. Par contre, ce qu'il y avait, c'est qu'à chaque fois que les développeurs faisaient un nouveau service, il fallait redévelopper un pipe de déploiement. Et là, l'équipe des ops nous a proposé un pipe de déploiement générique. C'est-à-dire que vous avez un pipe, vous rentrez votre domaine fonctionnel, et automatiquement, ça va créer le pipe de déploiement.
Et ça, c'est des initiatives qui viennent des ops, qui remontent vers le dev, et dans du partage en fait, de compétences. Une fois que vous avez fait ça, c'est bien, mais si vous faites trop de multisites, vous n'allez pas harmoniser en fait, vos pratiques. Donc la solution qu'on a trouvée nous pour vraiment passer à l'échelle, c'est ce qu'on a appelé les bootcamps. Les bootcamps, c'est quoi? Eh ben, c'est un peu un cocktail, je ne sais pas si vous avez vu, il y a des gens qui ont fait des essais chimiques tout à l'heure. C'est un peu un cocktail où vous prenez des gens du métier, des devs, des ops, vous les sortez de votre contexte, vous les mettez 2 jours avec tous les outils qu'on vient de voir, les CAPLA, le travail sur l'identité, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Et sur 2 jours, ils vont sortir ce qu'on appelle des perles, ils vont sortir des choses, des retours d'expérience, et votre DevOps, il va se diffuser au niveau de l'entreprise. Il y a 2 concepts clés pour bien réussir son bootcamp. Le premier, c'est d'être orienté solution plutôt que d'être orienté problème. Ça veut dire quoi? C'est que souvent, dans nos sociétés un peu hiérarchisées, on a tendance, quand il y a un problème, de se justifier, d'accuser, qui a jamais dit non mais ça c'est un problème de dev, non, 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 c'est un problème de prod. Donc en fait, c'est de changer de mindset et dire j'assume, il y a une erreur, je vais analyser, je vais imaginer des solutions. Et quand on fait ça, on se met dans une démarche de transformation et on arrive à distance à avoir ces différentes initiatives qui se déploient sur l'ensemble des sites. Le deuxième point important, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est si vous avez des enfants ou si vous êtes déjà allé à l'école. En fait, souvent quand vous êtes en classe, vous êtes passif. En fait, vous écoutez le professeur, il vous lit des documents, vous recopiez sur le tableau. Et en fait, quand vous faites ça, vous n'avez pas besoin d'aide. En fait, hein, c'est assez. Alors que quand vous êtes à la maison, on vous demande d'apprendre des cours, de faire des devoirs. Et là, en fait, c'est là où vous aurez besoin de quelqu'un pour vous aider. Et ben en fait, le principe du bootcamp, c'est faire de la pédagogie inversée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fait un minimum de théorie. À la rigueur, la théorie, vous allez l'apprendre en faisant des formations en ligne ou quoi que ce soit. Ce qu'on fait dans le bootcamp, c'est qu'on fait quasiment du 80% d'entraînement entre les gens. Et du coup, vous allez travailler sur des problèmes concrets. On imagine, on se projette sur le futur et on imagine notre futur. Voilà pour la partie bootcamp. Alors, une fois qu'on a fait tout ça, eh ben, vous avez votre DSI qui va vous dire mais c'est quoi votre KPI là? C'est bien ce que tu as fait, ça fait communiquer les gens, mais qu'est-ce qu'on va mettre comme KPI pour vérifier? Donc il y a un KPI clé sur ce genre de projet, mais vraiment clé, c'est le nombre de bières échangées entre les devs et les ops. Voilà, ça c'est super important. Alors chez nous, on est compagnie d'assurance, on a plutôt compté les restos, parce que voilà, on assure, voilà. Donc faites ça chez vous, faites communiquer les gens et la distance, faites du physique et la distance va se réduire. En conclusion de mon talk, il y a 3 éléments essentiels pour l'agile à distance: les hommes, les hommes, les hommes. Merci beaucoup. Merci Henri. Quelques questions. Une question qui nous vient. Donc, vous avez réussi une transformation multisite, mais finalement monoculturelle. On est resté en France. Est-ce que c'est un prochain défi, une transformation multisite, multiculturelle? Et si oui, comment l'appréhendes-tu? Alors, aujourd'hui, on n'a pas de projet de le faire. On a quand même une prod en Italie, donc c'est quelque chose qui est faisable. Aujourd'hui, ce qu'on a, c'est plutôt d'aller sur la partie COBOL, en fait, Mindframe, et d'essayer de faire cette même transformation. Alors, c'est pas un pays étranger, mais c'est quand même une autre culture. C'est pas faux. 2 questions un peu plus précises. Tu parlais donc de 2 jours de formation avec une répétition d'1 heure. On a quelqu'un du public qui s'inquiète. Est-ce que c'est une personne qui a fait 16 fois la même conférence d'1 heure? Est-ce que c'était une vidéo? Est-ce que ça a tourné? Alors, c'est pas une vidéo. On était une équipe de 10 pour tourner. C'était vraiment des gens humains. C'était les gens que vous avez vus sur l'équipe projet.
Ce qui était bien, c'est que comme c'était des gens qui étaient proches des équipes, quand ils sont retournés dans les équipes après le projet, ils ont pu diffuser ce qu'ils ont appris. Donc il fallait vraiment que ce soit des personnes et pas une vidéo, quoi. Et donc des personnes proches du terrain. Proches du terrain, tout à fait. Et tu as parlé d'ITIL. Est-ce Oui. que tu peux définir rapidement ce que c'est? Ouh là là, non, je suis pas assez bon pour ça, hein. Bon, alors, Google est votre ami. Pour ITIL, moi non plus, je ne suis pas assez douée pour le faire. Dernière question. Donc, tous ces bootcamps, tout ça, ça nécessite un budget. Ouais. Comment as-tu convaincu ton management? Je pose souvent cette question-là, mais finalement, c'est une vraie question. Comment as-tu réussi à obtenir ce budget? Alors ça s'est passé en 2 phases. La première phase, c'est la formation en fait, qui nous a financé ces bootcamps. C'est-à-dire qu'ils ont fait passer ça sur du budget de formation. Et comme je vous l'ai dit, on a fait intervenir des clients dans ce bootcamp. Et du coup, les clients ont trouvé ça très bien. Et ils ont demandé qu'on en fasse une offre. Et du coup, on vend en fait en interne la prestation qu'on fait pour le bootcamp. Donc ça nous a fait un financement supplémentaire pour financer les suivants. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Merci Henri.